porte intérieure qui ne veut pas justement faire la même erreur que ce que Jill Kintner a fait juste avant. Elle a, je pense que Michael avait fait une très bonne qualification, donc il va choisir la porte intérieure. Il a un très bon passé de BMXer, il va pouvoir, je dirais, prendre la lead d'entrée de jeu. Et bon, ça reste quand même un sport tactique, il faut faire attention aux adversaires, il ne faut pas se laisser accrocher, il ne faut pas perdre de vitesse dans les virages. Donc, on va voir tout ça dans quelques instants. Allez, deuxième demi-finale avec Roger Rinderknecht, le deuxième temps, des qualifications pour la Suisse avec l'Australie ensuite et Michael Robinson, septième temps, des qualifications pour la République tchèque, Mikhail Prokop, 14e temps des qualifications, le champion du monde de 2003 et Chris Powell ensuite, pardon, pour les États-Unis, Chris Powell, oui exactement, pour le 11e des qualifications. Voilà, on a pu voir une grosse erreur justement au départ. On a dit que le start était très important. Prokop s'est envolé et hop, voilà, on peut voir une grosse chute. Roger qui a fait une erreur, qui a glissé, qui a fait chuter ses deux adversaires qui, bon, malheureusement n'étaient pas pour grand chose. Et bon, ben, Roger étant le premier à avoir été tombé, ben, il est le premier debout et va pouvoir aller chercher tranquillement sa qualification derrière Michael Prokop. Voilà, il a laissé Robinson et Powell démêler leur vélo, il a réussi lui à se relever, vite récupérer le sien, repartir, et pendant ce temps-là, Mikhail Prokop, le champion du monde, vainqueur, enfin leader de la Coupe du Monde à ce jour-ci des championnats du monde et champion d'Europe, il peut s'imposer tranquillement. Et on voit donc pour derrière la Suisse avec le Roger Rinderknecht qui a réussi à remonter le plus vite sur le vélo, hein, ça s'est joué comme ça. Donc les deux qualifiés pour la grande finale, ils vont retrouver Michael Deldick et Eric Carter, et Michael Robinson va prendre la 7e place quant à lui des championnats du monde à l'issue de la petite finale, et Chris Powell sera 8e. Voilà, on va pouvoir voir la chute là où justement Roger glisse des deux roues. On voit Chris derrière qui s'accroche et puis voilà, donc les deux sont éjectés loin de leur vélo. On peut voir qu'ils tombent malheureusement l'un sur l'autre. Et Roger, ben, je dirais chanceux, récupère le vélo et a la possibilité de s'échapper pour aller chercher sa qualification. Voilà, c'est un tout le four cross. Les lumières. Il y avait de la musique, un super DJ pour mettre le feu. Il y avait les pom-pom girls avec l'école de danse de la station DG. Et puis surtout, un super public qui vraiment pendant l'ensemble de ces phases finales a su tenir les coureurs, a su les supporter, a su les pousser. Et ils vont jouer la même chose bien sûr dans la finale avec Roger Rinderknecht pour la Suisse, Michael Deldick. On les passe en revue. Nous avons ensuite Mikhail Prokop pour la République tchèque et puis ensuite Eric Carter. Derniers instants de concentration entre ces quatre guerriers. Voilà, on peut voir Roger qui a pris la meilleure ligne, bien sûr, Michael en deuxième position. Donc ça va être chaud au premier virage. Voilà, c'est le meilleur temps des qualifications qui choisit où il se place sur la grille. Michael a pris un très bon départ. Il est très bien placé. Il se met bien en avant et dans le premier virage, il va légèrement en contact avec Prokop. Prokop qui tombe. Et voilà, et Eric Carter qui s'échappe, qui a profité justement de du petit accrochage entre Michael Prokop et Michael, et Eric qui s'envole devant avec un gros gap maintenant qui va être difficile à rattraper. Voilà, il a fait l'intérieur. On peut voir Roger qui chute avec la pression pour aller chercher la deuxième place. Michael qui est dans la roue, qui tente et qui essaye d'aller chercher, mais bon, ben, la distance est trop difficile, il est bien placé et Michael va aller nous chercher une superbe médaille d'argent. Et oui, devant lui, il a quand même Eric Carter qui est une star vivante du BMX aux États-Unis et qui est passé pas loin à chaque fois sur les championnats du monde, deuxième, troisième, et puis enfin pour lui, la consécration, il est champion du monde de four cross. Voilà, et puis bien sûr, un grand bravo à Eric et un bravo à Michael qui est très fair-play et qui est venu de suite le serrer dans les bras. Et bon, je pense que dans nos esprits, après la course qu'on peut voir, on savait qu'aujourd'hui, malgré les hasards et un peu la stratégie du parcours, Michael Deldick était le plus fort et a fait une course magnifique. Voilà, on vous disait que c'était la fête au G, c'était la preuve, le feu d'artifice. Il y avait des feux d'artifice également qui ponctuaient chaque run à partir des quarts de finale. Et puis là, c'est le bouquet final avec du bruit partout, toujours. Je pense que j'étais capable. De l'émotion. Il manquait pas grand chose, je fais une petite erreur dans le premier virage. Mais bon, je pense que Carter a été plus fort. Et ça reste un super beau championnat du monde en France.
Et je tiens à dire à la station DG, aux spectateurs français, ça fait du bien au VTT, vraiment. Je pense que la récompense, elle est ici autour. Quand on fait une finale de championnat du monde, il y a 20-30 000 spectateurs. C'est la plus belle récompense qu'il peut y avoir au monde. La famille est là, les amis, le club. Ça fait vraiment plaisir. Voilà le podium avec le pancross, le feu d'artifice, la fête, la photo avec VTT Mag pour tous les bénévoles, 350 bénévoles qui ont fait un super boulot, Fabien. Oui, effectivement, je pense que les bénévoles ont une grande partie de travail sur cette épreuve-là. Et bon, on les remercie, sans eux rien n'aurait pu être fait. Et bon, un grand merci à tous les bénévoles parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Le cross-country, tout de suite. Allez, on continue à vivre les temps forts de ces championnats du monde. Cross-country pour les juniors dames, 17-18 ans. C'était le jeudi 9, 10h du matin. Fabien, toujours à mes côtés pour commenter le cross. Toujours présent. On va essayer de suivre avec le maximum d'assistance toutes ces jeunes filles qui vont bon, bien évidemment faire ce parcours de cross-country que j'ai eu la chance de parcourir, qui est très difficile, très long, très technique. Et bon, je pense que ça va être un beau challenge pour toutes ces demoiselles. Voilà, 6 km fait ce parcours, c'est vraiment du vrai VTT, c'est pas une expression galvaudée dans le cadre de ces championnats du monde. C'est vrai qu'il y a de tout, des grosses descentes techniques où il faut un gros cœur pour s'y engager, des passages où il faut avoir un pilotage fin, et c'est lancé. Les juniors dames, c'est parti. Là, on peut voir que malgré des juniors, elles partent avec beaucoup de vitesse et sont très incisives. Elles ont les dents longues et elles sont toutes là pour essayer de faire le meilleur d'elles-mêmes. Voilà, et la fin de ce premier petit tour, le start loop, la zone, le tour d'élan, comme on peut le traduire en français. 1 km 900. Voilà, et c'était ces parties techniques dont on parlait, ce parcours très difficile, beaucoup de racines, très gras, qui descend dans une rivière. Malheureusement, c'est un peu difficile pour elle de rester sur le vélo, donc c'est des passages à pied qui sont difficiles parce que on sait que physiquement, courir et pédaler, c'est des muscles qui sont complètement différents. Et bon, il n'y a rien de pire, je pense, que de fournir un effort intense en pédalant et puis d'avoir à courir derrière. Voilà, on voit en tête avec Magdalena Pierges pour la Pologne qui va faire la start loop et les 2 premiers tours en tête. Dans son sillage, la Teresa Jurikova pour la République tchèque. On a aussi pour la France Anna Israël et Laura Metzler qui commence à pointer le bout de son nez. Voilà, Laura Metzler. Voilà, on peut voir à nouveau un passage technique où elles ont le passé à pied. Elles ont une bonne gestion de course. On peut voir leur visage pas trop marqué. Bon, il reste encore beaucoup à faire. Et puis bon, c'est une montée en puissance, je dirais progressive jusqu'au dernier tour. Voilà, c'est leur dernier tour. Plus que 6 km à faire sur ce championnat du monde pour voir qui va être sacrée championne du monde dans la catégorie des juniors dames. C'est la folie dans le camp français, puisque là il peut y avoir déjà une première médaille avec le passage d'Anna Israël sur la ligne. Elle qui a été en tête à un moment du parcours. Elle a tapé le dérailleur sur une souche, sur un caillou et la victoire de Nathalie Schneider pour la Suisse, 8e l'année dernière des championnats du monde. C'est elle qui gagne. Elle précède de 11 secondes la française Laura Metzler. Elle précède ensuite de 1,32 Teresa Jurikova pour la République tchèque. Voilà, on a pu voir une superbe course. Je suis très heureuse et la course était très bien pour moi. Quelques mots de Nathalie Schneider qui parle pas beaucoup français, qui m'a fait le plaisir quand même de répondre à l'interview après la course. J'ai fait un bon départ, je me suis mis dans le groupe de tête et puis après je suis resté au contact et puis j'ai géré tout le long de la course. Ouais, Laura Metzler pour cette médaille d'argent. Teresa Jurikova, 17 ans, la plus jeune sur ce podium. Et on continue avec les épreuves de cross-country toujours. Et cette fois-ci, nous sommes, les conditions météo ont changé, nous sommes le dimanche 12, 11h. Les dames vont partir, 5 tours, concentration, mais décontraction quand même sur la ligne de départ. Oui, on peut les voir concentrés mais décontractés et d'entrée de jeu, malgré les conditions, on peut voir que Alison Sidor prend le meilleur départ et part en tête. Oui, et on a vu Sabine Spitz, la tenante du titre, l'allemande, au milieu de l'écran. On l'a vu louper sa pédale au moment où il fallait donner l'impulsion et tout de suite elle s'est retrouvée un petit peu engluée dans le reste du groupe.
la montée après le ravitaillement. Voilà. Toujours groupé ce premier tour en ce qui concerne les dames. On peut voir des conditions très difficiles, le froid, la pluie. Bon, le public bien sûr toujours présent pour motiver, mais bon, dans l'herbe, l'adhérence on a très très peu d'adhérence et bon, il est difficile de rester sur le vélo et de trouver, je dirais, les bons braquets pour optimiser l'adhérence. On peut voir d'ailleurs une grosse différence entre Alison Sidor et Alison Dunlap qui est juste derrière, une qui mouline énormément et qui a moins de difficultés, je dirais, à garder l'adhérence, et l'autre qui a un très très gros braquet et qui essaye de l'emmener, mais on peut voir qu'elle est quand même nettement plus dans le dur. C'est le début de la course, donc c'est là où il faut impressionner. Sabine Spitz qui est revenue en 4e, 5e position. Toujours Alison Sidor, la vice-championne du monde 2003, qui essaie de prendre la course à son compte pour provoquer la décision d'entrée de jeu. Maja Wloszczowska pour la Pologne, la vice-championne d'Europe, qui sait que la course peut se jouer d'entrée aussi, donc toujours aux avant-postes. Et puis avec la France, on retrouve Laurence Leboucher pour la Pezzo qui vient de passer. Voilà, on a pu voir que bon, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui essayent de marcher le plus longtemps possible et d'autres qui au contraire essayent de pouvoir pédaler le plus tôt possible. Voilà, là, on peut voir encore ces passages techniques très difficiles où ils se placent, ils essayent de se placer, mais malgré ça, même en descendant du vélo, on a pu voir la polonaise glisser. Et bon, ça reste je pense, un parcours très très difficile. Voilà, Paula qui descend à pied aussi, de la prudence pour la double championne olympique. On voit ce qui peut arriver quand ça glisse comme ça. Toujours la championne du monde de distance marathon 2003, la polonaise Maja Wloszczowska, très jeune compétitrice, 21 ans seulement. Et derrière elle déjà, en embuscade, la cannibale du cross-country féminin, Madame, car je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour Madame Gunn-Rita Dahle, impériale cette saison. Et là, on la voit ici, à l'amorce de la montée de la boule de gomme. C'est là où Gunn-Rita Dahle décide de prendre les choses en main. Regardez, elle vient de passer Maja Wloszczowska qui a fait une petite erreur sur le virage à la sortie de la piste de 4 cross. C'est la fin de ce premier tour. Gunn-Rita Dahle a déjà une légère avance sur ses poursuivantes. Je vous laisse tranquillement lire le tableau. Les écarts parlent déjà d'eux-mêmes. Maja Wloszczowska qui essaye de limiter. Pour l'instant, elle a toujours en point de mire. Là, juste après la zone de ravitaillement, elle avait toujours en point de mire Gunn-Rita Dahle, la vice-championne d'Europe. Maja Wloszczowska face à Gunn-Rita Dahle. On peut la voir très à l'aise dans les parties techniques. Et bon, bien évidemment, tous ces pilotes sont très très forts physiquement, mais ont des grosses je dirais, qualités techniques, parce que bon, surtout sur un parcours comme celui-là, ça aide à faire la différence. Et on peut voir Gunn-Rita qui a beaucoup d'aisance. On peut voir là sur cette trajectoire où elle réécarte autour des racines. Elle va chercher les parties molles pour garder un minimum de vitesse, pour garder une trajectoire. Alors que bon, on peut voir qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus en difficulté. Là, malheureusement, elle a accroché la bande de roll. Et bon, ça reste, je pense, très très dur pour les muscles de devoir s'arrêter et se mettre à courir comme ça. Voilà, il faut relancer toujours à chaque fois. Les muscles ne travaillent pas de la même façon. Et c'est une Sidor qui passe bien là sur avec beaucoup d'aisance. Gunn-Rita Dahle, il faut besoin de rappeler que cette année elle a été championne olympique invaincue en Coupe du Monde, championne d'Europe. L'année dernière impériale également sur toutes les épreuves internationales. C'est la fin du deuxième tour et c'est dans ce tour là qu'elle a réalisé le tour le plus rapide, 23 minutes 38 secondes. Oui, je pense que cette année elle a vraiment été exceptionnelle. Elle a dominé la discipline avec beaucoup d'aisance, et on peut voir que après son titre olympique, elle est en train de s'emparer doucement du titre mondial. Ouais, elle a gardé la pression. On le voit là au niveau de la base de loisirs des G avec le passage sur le plan d'eau. Les compétitrices sont passées il y a quelques instants sous le parcours aventure. Il y a un petit peu plus loin là-bas le centre d'équitation, la station des G, vraiment tous les loisirs étaient. Laurence Leboucher. On peut voir Laurence en difficulté dans ses parties techniques, la polonaise qui a essayé de passer à l'intérieur. Et bon, Laurence est quand même restée sur le vélo. On peut voir que des fois c'est plus lent de rester sur le vélo, mais à côté de ça, ça permet de peut-être un peu plus récupérer pour la suite des événements. Pourtant, technique de pilotage, Laurence Leboucher connaît bien, elle est quand même championne du monde de cyclocross en titre.
Et là on voit toute la difficulté de rester même sur les pieds lorsqu'on descend du vélo avec Gunrita Dale sur ce passage, et de la prudence de la part des filles qui descendent bien avant l'obstacle et qui ne descendent pas à la volée mais qui posent les pieds d'abord au sol avant de descendre du vélo. Ouais, effectivement, sur un terrain gras comme ça, je pense que même à pied c'est très difficile, et on peut voir que c'est pas évident. Ils sont souvent équipés de petits crampons, je dirais sur l'avant de la chaussure, mais malgré ça, ça reste des conditions très très difficiles. Voilà comment on peut perdre encore quelques secondes. Rien qu'à pied déjà, un écart qui peut se creuser, on l'a vu avec Alison Sidor. La championne du monde, Sabine Spitz, qui est en train de revenir progressivement. Mais elle descend prudemment elle aussi. On peut voir ce passage quand même très très pentu qui n'est vraiment pas évident. Il a beau être équipé, je dirais, de bâches. On peut voir qu'il y a quelqu'un qui s'y aventure, et hop, là on peut voir voilà, un passage magnifique dans des conditions très très difficiles. Voilà, l'une des particularités également de ce circuit OG était la partie station, un passage au cœur même du village d'Égé, avec la zone des exposants, avec la vie du village, la possibilité ainsi d'avoir un panachage. C'est vrai que jusqu'ici la station d'Égé était très réputée pour ses parcours de descente avec les Coupes du Monde, et la station d'Égé n'avait pas encore une identité vraiment cross-country, et toute l'équipe de traceurs avec Lionel Bergouin à la tête du club ont voulu justement donner un caractère très fort sur ce parcours de cross, et je crois que là c'est un parcours qui va rester dans les annales. Et on voit là tout de suite sur cette montée avant le centre équestre, on voit Cécile Rode, l'ancienne championne du monde junior, la même année que toi d'ailleurs Fabien. Oui, Cécile Rode qui est en train de prendre l'ascendant, elle est passée à vélo. Là on voit Laurence Le Boucher qui aimerait bien, mais là on n'en peut plus, la saison a été longue. On peut voir Laurence qui souffre sur un parcours très technique, comme on l'a dit, très beau, et qui va marquer les esprits, et bon, mais marquer les esprits et marquer les jambes aussi. Je pense que Laurence est en train d'un peu payer la qualité de ce parcours. Voilà, on retrouve Gunrita Dale. Juste temps pour moi de vous rappeler, puisqu'on ne les verra pas à l'image, rappeler le résultat du championnat du monde de cross-country. Le Canada s'est imposé de superbe façon devant la Suisse et la Pologne. C'était le même podium que l'année dernière, mais pas forcément dans le même ordre. Avec le relais pour cette épreuve qui s'était déroulée. C'était l'ouverture des championnats du monde le mercredi 8. À signaler quand même que la France avait pris la 4e place, médaille en chocolat, comme on dit. Ouais, et le meilleur tour de ces championnats du monde de relais, c'était pour Cédric Ravanel. Donc déjà un petit aperçu de son état de forme à Cédric. Oui, tout à fait. On peut voir, comme on l'a dit tout à l'heure, le parcours qui passe dans le village. Il faut savoir que c'est des moments qui sont très difficiles parce que le sol est très dur. Ils arrivent avec les pneus qui sont remplis de boue, et ça reste très très glissant. Et on a pu voir tout à l'heure Gunrita qui est passé très très proche des barrières, et bon, qui s'est bien récupéré, mais que bon, c'est vrai que ça serait dommage de chuter quand même en ville sur le goudron. Voilà, Alison Sidor à la lutte avec Maja Wloszkowska pour la médaille de bronze et la médaille d'argent. On les voit toutes les deux passer dans la zone de ravitaillement. La polonaise. Voilà, on les voit très concentrés, très souples sur les jambes, essayer de ne pas perdre de vitesse, et tout également pouvoir de récupérer dans les descentes. Parce que bon, c'est vrai que les descentes, même si elles sont techniques, les pilotes essayent de récupérer au maximum de manière à réengranger de l'énergie pour la suite du parcours. Voilà, là, justement, tu parlais tout à l'heure des passages un petit peu délicats à négocier. On vient d'en avoir la preuve vivante là avec Gunrita Dale qui termine et qui boucle le dernier tour de ces championnats du monde. Elle réalise le parcours parfait pour cette saison 2004. Elle est championne du monde sur la station d'Égé. Les supporters qui ont mis une ambiance terrible tout au long du parcours, tous les supporters norvégiens. Et puis pour la médaille d'argent et la médaille de bronze, on retrouve la polonaise, déjà vice-championne d'Europe cette année, Maja Wloszkowska. 2e place. Un dernier tour de folie avec la lutte pour Alison Sidor qui finalement prendra la médaille de bronze. Vice-championne olympique 96, Alison Sidor, une incroyable longévité, exceptionnelle longévité, un très très beau palmarès elle aussi. I managed to become a world champion again. Donc Gunrita qui nous précise que justement elle a réussi à être championne du monde une nouvelle fois, et elle est très heureuse compte tenu du public, et qu'elle se sentait vraiment très très bien sur son vélo.
Et bon, malgré les conditions météo, elle s'est quand même très bien amusée. Voilà, puis un petit point sur les Françaises. Cécile Roth, donc première française, 11e. Laurence Leboucher, 13e. Séverine Hansen, 21e. Sabrina Hainaut, 22e. On se retrouve, vous voyez les conditions météo ont changé, c'était plus tout à fait le même jour. Les juniors hommes, vendredi 10, 11h pour être précis. Ils vont s'élancer sur 5 tours. 5 tours pour un total de 30 km. Ben oui, 5 x 6, ça fait toujours 30. Pas de boucle d'étirement, de placement, de start loop pour prendre l'expression internationale. Et puis avant le départ de ces juniors, juste le temps pour moi de vous rappeler le classement des espoirs. Les hommes de moins de 23 ans, c'est Manuel Fumik, l'Allemand, qui l'a emporté devant Liam Klein, l'Anglais, et Florian Vogel, le Suisse. Très belle bagarre entre Manuel Fumik et Liam Klein. Avec en France en force, supportrice de tout poil, présent au bord de la piste. Départ sur les épreuves internationales dans un silence quasi religieux. Ah voilà, on peut voir justement Eric et Sandra dans leurs exploits. Silence religieux, j'avais dit. Allez, ça va vite. Chez les juniors, ils ont fait une grosse moyenne à 19,07 de moyenne. Et un homme d'entrée de jeu a pris les choses en main. Nino Schurter qui vient de voir passer le numéro 19 pour la Suisse. Denis Voronzov pour la Russie, le numéro 112. A essayé à ce moment-là de bien mener les choses. Alors on peut voir un terrain sec avec des conditions météo qui sont très agréables. Bon, ben, ils ont beaucoup d'adhérence, ça va très vite dans les virages. Donc il y a quand même une concentration technique à conserver, même dans les descentes. Bon, après un effort physique, ça reste toujours très difficile de pouvoir être fort techniquement. Ça reste toujours de gros challenges. Deuxième position, 17 Olivier Sarrazin pour la France. Français galvanisé par bien sûr ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, toute l'équipe de France de cross. Et puis je pense aussi qu'il y a dû y avoir un peu d'énergie transmise aux autres disciplines avec le titre de champion olympique de Julien Absalon. Oui, je pense effectivement qu'il y a eu un gros engouement au niveau de l'équipe de France après bon, ben, tout d'abord la victoire de Julien aux Jeux Olympiques et puis surtout le fait que les championnats du monde soient en France au G, ça donne une certaine motivation et le public qui nous encourage d'autant plus nous donne un peu des ailes. Voilà, Chypre représenté ici, 47 nations de représentées sur ces championnats du monde. Une forte délégation, c'était la délégation française. 51 médailles de distribuées au total. 14 pour le Club France en tout, les meilleures nations sur ces championnats du monde. Allez, toujours Nino Schurter, déjà champion d'Europe cette année, vice-champion du monde de relais avec l'équipe suisse, vice-champion du monde junior l'année dernière. Là, il a pris le commandement sans coup férir dès le premier tour de cette épreuve. Ouais, on a pu le voir très dynamique, même en courant, dans les parties de portage. Voilà. On peut les voir quand même qui sont très puissants, même pour des juniors. Ils n'hésitent pas à donner dans les premiers tours. Et Denis Voronzov, le numéro 112, qui s'accroche et qui s'accrochera pendant 3 tours. Andy Venold pour l'Allemagne. Et puis on commence à voir les Français qui pointent le bout de leur nez aux environs de la 3e, 4e position avec déjà un duo qui s'est formé, Stéphane Tempier, le numéro 77 et Maxime Marotte, le numéro 73. Hans Becking pour la Hollande. Qui nous fait un très beau passage avec beaucoup d'aisance dans cette rivière. Très bon niveau technique, on voit que des fois des petits blocages. Il faut oser y aller quand même sur certains endroits. On retrouve Nino Schurter pour l'équipe de Suisse sur cette superbe base de loisirs. Voilà, on peut voir qu'ils n'hésitent pas justement à écarter les trajectoires pour recouper, garder la vitesse. Allez, Stéphane Tempier, Maxime Marotte
qui pour l'instant sont ensemble, le champion de France et le médaillé de bronze des championnats d'Europe. Stéphane Tempier avec son style caractéristique, un grand braquet sur la partie plate là juste avant d'aborder la remontée vers le ravitaillement. On a pu les voir hein, quand même avec beaucoup d'aisance. Hein. Voilà. Et la fin, la consécration pour Nino Schurter, déjà champion d'Europe, il est maintenant champion du monde. L'année dernière, il était passé pas loin. La consécration, la joie pour le clan suisse. Et la joie également pour le clan français avec cette superbe deuxième place. Beaucoup d'émotions pour Stéphane Tempier. Le petit clin d'œil au papa de Bruno Félix sur la ligne d'arrivée. Et puis Maxime Marotte ensuite pour l'Alsace. On le voit avec non pas le drapeau mais la petite cigogne. Un clin d'œil sympathique. Voilà, de belles médailles pour la France. En fait, je suis très mal parti, un peu comme d'habitude. Donc dans le premier tour, j'ai déjà pris 1 minute 30. Après, je suis remonté régulièrement comme je fais d'habitude. Et puis, je suis revenu à la seconde place. Et puis, j'ai pas cherché à aller chercher la première place. Il était déjà à 2 minutes. Alors. Ouais, il était passé 7e à la fin du premier tour. On change de catégorie, on change de conditions météo. Là, il y a 6 tours plus le start loop, 1 km 900 pour les hommes élites. Nous sommes dimanche 12, c'est la dernière course de ces championnats du monde, 14h30. Et c'est parti dans une ambiance de folie avec 45 000 spectateurs qui sont venus se masser sur les 6 km de ce parcours. Voilà, on peut voir justement Jean-Christophe Perrault, Julien Absalon qui se sont placés dans les premiers mètres. Également Thomas Frischknecht qui sont tous dans une position, je dirais, à la bagarre pour la première cote. C'est le start loop, c'est important de bien se placer d'entrée de jeu de manière à pouvoir, je dirais, gérer la course aussi bien physiquement que tactiquement. Voilà, c'est ce qu'a compris Marco Buis pour l'Italie qui donne l'impulsion sur cette épreuve. On voit le maillot italien, Marco Buis. On avait vu également parmi les animateurs des derniers Jeux Olympiques. Et puis le Club France bien représenté aux avant-postes. Des banderoles partout, des calicots à l'honneur d'Absalon, de Ravanel. On peut voir également Jean-Christophe Perrault qui fait un début de course un peu tonitruant, qui part à l'avant, qui essaye de donner le rythme et apparemment il a l'air de tenir le rythme pour l'instant. Voilà, Roel Polissen pour cette fois-ci les avant-postes, le numéro 3 avec l'équipe de Belgique.